Bruno Vannier, le président de Gemways Assets. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. On va évoquer la Chine et les émergents, beaucoup plus largement, puisque c'est une question qui se pose à la croissance mondiale. Les émergents peuvent-ils lui permettre à cette croissance mondiale d'accélérer encore dans les prochains mois et puis à moyen long terme? D'abord donc, le seigneur du jour, la Chine, cette stabilisation de la croissance supérieure aux attentes, premier trimestre, 6,4%. Ça signifie que le ralentissement désormais est derrière en Chine, c'est de l'histoire ancienne. On est reparti sur l'histoire de croissance chinoise telle qu'on l'a rêvée et telle qu'on pouvait s'y fier pour la croissance mondiale. Alors c'est vrai que, depuis plusieurs années, la croissance chinoise ralentit à mesure que l'investissement, la croissance de l'investissement en Chine ralentit. Et ça, on a toujours dit que c'était plutôt une bonne chose. Ça permet peut-être moins de destruction de valeur dans un environnement où les capacités sont déjà très importantes. On observe là depuis le premier trimestre un rebond quand même de l'infrastructure qui est quand même lié aux dépenses qui ont été annoncées au quatrième trimestre 2018. Donc pas trop de surprises. C'est incroyable, c'est-à-dire que la décision a été prise, la décision des Chinois a été prise au quatrième trimestre 2018 et on voit les effets dans la croissance dès le premier trimestre 2019. Bon, là je dirais c'est une petite partie simplement de la relance qui a été annoncée au cours des derniers mois, qui concerne particulièrement l'infrastructure. C'est vrai que c'est celle qui est peut-être la plus facile à mettre en œuvre et la plus visible rapidement, quoi. On ne pense pas que celle-ci va du reste être très très forte à l'avenir, donc ne comptons pas trop sur cette partie de la relance. En revanche, c'est vrai qu'une chose quand même très importante, c'est plutôt le plan de coupe des impôts, TVA ou autres taxes, qui va permettre à la consommation, finalement, qui était un peu à la traîne au cours du deuxième semestre, voire du quatrième trimestre 2018, de repartir dans de meilleures conditions. Et ça, on ne l'a pas encore trop vu, je dois dire, quoi. Donc c'est un environnement qui est quand même assez favorable, avec des nouvelles positives qui vont encore arriver, quoi. C'est-à-dire que les moteurs de cette reprise de croissance chinoise, ces tout premiers moteurs là qui permettent une amélioration des chiffres, vont très rapidement passer le relais à d'autres moteurs, peut-être plus durables d'ailleurs, ceux de la consommation. Effectivement, c'est quand même tout le sujet pour nous, bien sûr, investisseurs sur ces marchés. Il nous faut une croissance relativement durable, en tout cas qui dure plusieurs trimestres. Et ces mesures en faveur de la consommation, c'est quelque chose d'effectivement très très positif. N'oublions pas que désormais le consommateur chinois devient un acteur prépondérant, un acteur important en tout cas, pas simplement au niveau de la Chine, mais aussi au niveau mondial. Et c'est-à-dire que cette relance chinoise, et notamment sur sa composante consommation, permettra à l'économie mondiale d'aller mieux au cours du deuxième semestre 2019. C'est encore un petit peu tôt pour le dire, je dois dire. Et c'est vrai que les chiffres allemands qu'on a vus n'étaient pas dans cette optique. Mais néanmoins, il est quand même raisonnable d'en attendre des points positifs. De fait, la bourse chinoise performe très bien, vous l'avez constaté. On a une performance des marchés de Shanghai, de Shenzhen et même de Hong Kong très très positive depuis le début de l'année. Bon, et quand la Chine va mieux, c'est pour l'économie mondiale globalement plutôt un soulagement. Tout va bien, en tout cas tout va mieux. Attention pour la Chine. Et tout va bien pour Xi Jinping, le président chinois. Oui, d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que l'environnement politique est assez différent en Chine dans d'autres pays. Et Xi Jinping, indéniablement, a le vent en poupe aujourd'hui. Ces négociations avec les autorités américaines ou l'administration américaine pour obtenir un accord d'échange, en tout cas, vont bien. Et on pense, nous, on est assez confortable sur le fait qu'on aura un accord relativement positif qui devrait être annoncé dans les semaines, sinon dans les mois à venir. Bon. Un accord positif, donc pas que partiel. Non, parce que véritablement ample, monumental, comme l'avait dit Donald Trump il y a quelques jours. Il sera monumental. Monumental, ça c'est encore à prouver. Mais clairement, le sujet à court terme pour les États-Unis, c'est de réduire leur déficit budgétaire, leur déficit commercial avec la Chine. C'est pas très compliqué pour la Chine d'importer beaucoup plus en provenance des États-Unis que d'autres pays.
savez qu'aujourd'hui, on souffre d'une grippe qu'on appelle la grippe africaine pour toute la filière porcine en Chine. Donc clairement, la Chine va importer beaucoup plus de cette viande en partie de l'étranger et notamment des États-Unis. Ça devrait régler une partie du déficit. L'autre sujet qui est plus au niveau de des pratiques commerciales ou de l'accès au marché chinois pour les entreprises américaines. Là aussi, on est assez confiant. Je pense qu'il y a une volonté de part et d'autre de trouver un accord un accord positif pour les deux parties. En espérant que ça ruisselle sur l'économie mondiale et sur l'Allemagne particulièrement, qui souffre, qui a révisé à la baisse sa prévision de croissance ce matin, mais qui, si la Chine repart et le commerce mondial avec, en bénéficierait sans doute en premier. Mais c'est vrai que les derniers chiffres du commerce mondial restent mauvais, il ne faut pas même l'oublier. Donc l'Allemagne a révisé de moitié sa prévision de croissance pour cette année à 0,5% seulement. Alors on a beaucoup parlé de la perspective chinoise et puis il y a le voisin, l'autre géant, l'Inde, qui est l'Inde. Alors pour le coup, on parlait de système politique en Chine, c'en est un tout autre en Inde. L'Inde est en pleine période d'élection. Voilà, c'est presque le contraire de la Chine. Il y a quand même 850 millions de personnes en Inde qui doivent voter entre le 12 avril de la semaine dernière et le 19 mai. Donc ça prend un peu de temps. Il n'y a pas simplement des élections législatives, mais aussi des élections locales. Donc tout ça va prendre du temps. A priori, Monsieur Modi, qui est l'actuel Premier ministre, devrait conserver son titre, mais pas sûr quand même. En tout cas, il est quand même acquis que sa majorité ne sera pas aussi peut-être importante qu'aux élections précédentes en 2014. Bon, et ça changera quelque chose sur la perspective économique de l'Inde Disons qu'à très court terme... Sa montée en puissance. Voilà, à très court terme, ça peut changer un peu la perspective, d'où en ce qui nous concerne une certaine prudence vis-à-vis de ce marché boursier. Qui n'est pas très ouvert, qu'il est moins que le marché chinois, par exemple. Non, qui est plus domestique, on va dire, effectivement. Et on voit que l'année dernière, quelque part, il a mieux performé parce qu'il était moins ouvert aux investisseurs étrangers, mais même si les investisseurs étrangers, encore une fois, peuvent y investir facilement. Au niveau économique à moyen terme, je dirais que l'aspect politique ne change pas grand-chose. Les mesures structurelles qui ont été prises par Modi au cours des 5 dernières années ont déjà et auront encore plus un effet positif sur la croissance structurelle du pays. Un autre grand pays émergent, on change de continent, c'est en Amérique du Sud, un autre grand pays émergent qui, lui, a connu un changement de pouvoir, c'est le Brésil, avec Jair Bolsonaro, nouveau président, qui avait promis monts et merveilles à un pays en souffrance sociale, à un pays corrompu, à un pays ne parvenant plus à dégager une véritable croissance. Lui, président, est-ce que le Brésil va mieux, en tout cas économiquement? Alors, c'est, comme toujours, le temps économique ou le temps des réformes est toujours beaucoup plus long que le temps politique. Et tout de suite, on commence à être déçu par la performance de Bolsonaro, qui n'est au pouvoir que depuis le début de l'année, ayant été élu en novembre dernier. Je crois que tout ça est un peu rapide, clairement. La réforme principale que je dirais, les investisseurs et beaucoup d'observateurs attendent, c'est la réforme des retraites, dont nous estimons qu'elle devrait être passée d'ici le mois d'août. Si cette réforme est effectivement passée, je crois que ce sera un signe très fort, en tout cas pour les investisseurs étrangers. En quoi elle consiste, cette réforme? Un allongement de la durée, la durée du travail. Je rappelle que le Brésil est un des rares pays où on peut prendre sa retraite pratiquement plus tôt qu'en France. Donc c'est quand même intéressant. Mais clairement, c'est un énorme sujet pour le déficit budgétaire, qui lui est très important. C'est un sujet structurel au Brésil. N'oublions pas que l'économie brésilienne, qui est en récession, en stagnation depuis plusieurs années, on n'attend pas grand-chose pour qu'elle reparte quelque part. Il faut de la confiance, il faut une direction politique qui est axée vers ces réformes. En tout cas, le gouvernement actuel de Bolsonaro, qui est plutôt un gouvernement libéral, est engagé dans cette voie des réformes. Encore faut-il bien sûr qu'il les réalise, en tout cas qu'il commence à les réaliser. Il faut lui laisser le temps, c'est ce que vous dites. Exactement, je trouve que le marché est, comme toujours, un peu plus rapide. Donc la bourse brésilienne est un peu, je dirais, en période d'attente depuis quelques semaines maintenant. Je pense qu'on devrait repartir sur un bon pied à partir de l'été. Allez, on mélange tout ça, on fait un cocktail, les émergents dans leur ensemble.
Difficile, mais est-ce qu'on peut miser sur les émergents boursièrement là, pour la suite, pour les prochains trimestres, ou est-ce qu'ils ont fait quand même déjà l'essentiel du chemin, notamment les émergents asiatiques qui ont boosté là, depuis le début de l'année? Absolument, mais même le Brésil, hein, parce qu'on avait très bien fonctionné au mois de février, au mois de janvier. Donc globalement, effectivement, les émergents ont fait une belle étape. Hein, c'est des hausses quand même au-delà, entre 15 et 20%, voire 25% pour certains marchés. Donc une très belle étape depuis le début de l'année. N'oublions pas néanmoins quand même qu'on a eu des baisses fortes l'année dernière, baisse de marché, baisse de devises, et donc on rattrape une partie de ces baisses à mesure que les sujets qu'on estimait être très importants l'année dernière sont en train de se résoudre. Hein. Je parle bien sûr de la relation sino-américaine. Donc clairement, on revient sur des niveaux qu'on avait il y a à peu près un an, à peu près 12 mois. Donc là aussi, pas d'inquiétude à court terme. On peut se dire peut-être qu'à très court terme, les marchés sont un peu surachetés, qu'ils ont besoin un peu de respirer, comme c'est un peu le cas du reste pour l'ensemble des marchés boursiers mondiaux. Hein. Il nous faut effectivement maintenant de bonnes nouvelles économiques, microéconomiques, pour que cette situation perdure. Vous craignez de voir ces marchés arriver bientôt au mois de mai, hein, dans 2 semaines, le mois de mai, déjà, le temps passe, les voir arriver essoufflés au mois de mai, qui est traditionnellement un mauvais mois en bourse. Absolument, c'est sûr que on connaît le dicton, sell in May and go away. Absolument, et c'est pour ça que j'ai envie de dire, on est relativement prudent à très court terme, hein, mais c'est l'histoire de quelques semaines, voire peut-être quelques mois. On pense néanmoins quand même que les nouvelles vont clairement s'améliorer à partir du 4e trimestre, et que la tendance sera bonne sur la fin de l'année. Quel marché est-ce qu'il faut privilégier dans cet univers émergent qu'on est en train de décrire et dont l'économie, la croissance mondiale a besoin pour repartir de l'avant? Il faut toujours être très flexible, bien sûr. Donc le choix d'un fonds global émergent, quelque part, c'est peut-être la meilleure solution. Mais si on vient au marché, je pense que là, le marché chinois a un potentiel, pour moi, énorme à moyen long terme. Ce sera, et c'est déjà en partie un des plus grands marchés du monde. Hein. On considère toujours la Chine comme étant un pays émergent, mais de plus en plus, alors bien sûr, c'est une vision plus long terme. Submergent. On considérera la Chine comme étant un acteur absolument incontournable au niveau mondial, quoi. Donc pour un investisseur global européen, bien sûr, il investit en Europe, c'est normal. Ensuite, les deux questions qui se posera, c'est les États-Unis, la Chine et le reste. Et pour un investisseur américain, même chose en partant des États-Unis, hein, l'Europe et la Chine, et ensuite le reste. Donc, c'est cette perspective qu'il faut comprendre dans une perspective plutôt moyen terme, bien évidemment. Quoi. À court terme, les marchés peuvent être un peu plus volatiles. Et l'Afrique, dans tout ça, on la laisse de côté toujours. Elle n'est toujours pas sur la carte boursière mondiale, l'Afrique. C'est vrai que les marchés boursiers asiatiques africains sont peu liquides, donc clairement il y a moins de perspectives de ce niveau-là, même si l'Afrique du Sud reste relativement un marché accessible par rapport aux autres. Notons néanmoins quand même la cotation en bourse cette semaine de Jumia, qui est la société de e-commerce sur l'Afrique, hein, qui performe très très bien, même si c'est un tout petit acteur, hein, quand on les compare à des grands acteurs américains ou bien sûr chinois, quoi. Mais là aussi, ça met aussi le doigt sur le développement et les perspectives, les perspectives exceptionnelles qu'ont le e-commerce dans toutes les régions émergentes. Hein. En Chine, on en a souvent parlé, en Amérique latine, on le voit, et maintenant en Afrique, c'est quand même une très 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 bonne nouvelle. Jumia, c'est le Alibaba africain. Voilà, c'est ça, c'est le Alibaba slash Amazon, on va dire, qui est présent dans plusieurs pays africains. D'accord. Une société montée par deux jeunes Français, donc on peut les saluer. Bruno Vanier, merci beaucoup d'être venu nous voir. Le potentiel des émergents, président de Jameway, sans S. Jameway Assets. Merci beaucoup d'être venu nous voir. À bientôt.